Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle table ronde proposée par CyberJobs sur la thématique quels sont les enjeux cyber dans le secteur industriel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir trois intervenants, trois experts sur la thématique, notamment Guillaume, qui est Head of OT et IoT Security chez Squad. Bonjour Guillaume. Bonjour Richie. Oui, bonjour Guillaume. Ensuite, nous avons Richard. Richard, qui est donc Skill Center Leader Automotive chez SCACI. Bonjour Richard. Bonjour. Et nous avons également Sid Ahmed, qui, je pense, va revenir d'ici quelques instants, qui est donc le Managing Director chez Cyberdian. Eh ben bonjour. Bonjour, le voici. Ok, sympa le fond. C'est sympa. Alors, donc concrètement, l'idée c'est de partir sur trois axes. D'abord, on va découvrir un petit peu le sujet, avec l'intervention de vous trois. Ensuite, on va découvrir un petit peu plus vos expertises à chacun. Et enfin, un focus sur vos secteurs de prédilection. À titre de rappel, Sid Ahmed, toi, côté Cyberdian, vous êtes notamment spécialisé sur le secteur ferroviaire et les concessions d'autoroutes. Guillaume, chez Squad, donc, vous êtes davantage spécialisé dans le domaine maritime. Ouais, si je peux préciser du coup un petit peu, alors Squad est spécialisé sur vraiment un large éventail de secteurs d'activité, dont le secteur maritime, mais ce n'est pas notre seul et unique cœur de métier. Ok. D'accord, alors effectivement, et Richard, chez SCACI, tu es davantage spécialisé sur le secteur automobile. Effectivement, je suis spécialisé sur le secteur automobile et aussi SCACI est plutôt spécialisé dans tous les systèmes critiques et embarqués qui vont du spatial, de la défense, du bancaire et même de l'aéronautique. Voilà. Ok. Et moi, plus particulièrement, effectivement, comme tu l'as bien introduit, c'est l'automobile. D'accord. Alors là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va avoir des regards croisés sur divers secteurs. On va commencer avec Sid Ahmed. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les rôles distincts de l'IT et de l'OT au sein des organisations et comment le secteur industriel il est concerné par ces deux sujets? Ok, merci Richie pour ces premières questions, beaucoup. Depuis tout temps, je vais dire que l'IT et l'OT mènent une vie parallèle, donc ils sont un peu isolés les uns des autres. IT, pour Information Technology, traite des sujets de la technologie de l'information d'entreprise et plus largement de tous les ordinateurs. En fait, pour faire court, l'IT représente le monde qu'on connaît. L'OT, quant à lui, c'est plutôt pour Operation Technology. Donc, ça traite plus de la technologie de l'exploitation dans les secteurs industriels, comme par exemple pour les systèmes de contrôle, tout ce qui est ICS, SCADA, etc. Dans cet univers, donc, ces composants fonctionnent souvent sans écran, donc c'est des machines, des automates. Ils communiquent via des protocoles industriels donc, qu'on maîtrise moins, en tout cas dans l'informatique classique. Donc c'est protocoles Modbus, Profinet, etc. Ils sont souvent démunis d'outils de sécurité. Leur programmation diffère de ce qu'on connaît d'habitude dans le monde de l'IT. Et l'autre évidence serait de dire que les systèmes d'exploitation qui sont embarqués dans les OEM diffèrent de l'un à l'autre. OEM, c'est pour tout ce qui est manufacturé. En français, c'est FOE, pour fabrication d'équipements d'origine, comme ça. Bref, ce secteur, il est moins populaire. Par exemple, on ne parle pas encore d'équipes cybersécurité dédiées à l'OT, même s'il y a des expertises qui se dessinent dans les nouvelles organisations. On comprendra que l'IT, l'OT opèrent dans des environnements différents et donc répondent à des enjeux distincts. Mais ce n'est pas pour cela que les équipes, voire les budgets, vont doubler dans ce secteur en fait, chez nos clients. Je dirais qu'à mon sens, l'enjeu sur les 5 prochaines années serait de trouver le bon modèle pour intégrer la sécurité dans les projets OT. Donc au démarrage, tant qu'à faire, pas après. On le fait déjà naturellement sur les projets IT. Et on parle déjà également de convergence entre l'IT et l'OT pour répondre aux nouveaux enjeux de la cybersécurité. Dernier exemple, et c'est l'un des challenges où on voit déjà une convergence, le réseau bureautique et les réseaux industriels sont en train de converger pour répondre aux mêmes besoins, parce que même technologie, on pourrait imaginer des mêmes technologies parce que même besoin. Et tout ça pour répondre aux exigences de sécurité, mais également économiques.
D'accord, ok. Merci Sidamène pour cette présentation. D'ailleurs, Guillaume, tu m'expliquais quand on préparait cette table ronde que l'OT était géré avant par des mécaniciens, des électriciens, si je dois schématiser un petit peu, et que donc maintenant on veut effectivement tirer parti des données et non plus seulement les gérer. Donc forcément, ces différentes équipes elles doivent apprendre à travailler ensemble pour exploiter cette data. Donc ça bouscule donc des habitudes, ça demande de décloisonner certaines disciplines. Comment voilà, cela est accueilli par les équipes chez des clients et comment justement toi, tu fais en sorte que ça se passe bien? Okay. Alors oui, Richie, effectivement, les business models changent, apportant avec eux différentes nouveautés, comme par exemple la digitalisation des infrastructures et aussi l'automatisation de certaines tâches. Donc ces nouveaux changements sont liés notamment à un besoin d'obtenir de la visibilité, que ce soit sur les performances d'un système, son efficacité, et donc en quelque sorte contrôler sa rentabilité. Dans la même direction, les données qui sont générées par ces systèmes connectés vont servir sur des sujets de maintenance prédictive dans lesquels on va pouvoir essayer de prédire les pannes pour minimiser les temps d'arrêt en production et donc minimiser finalement les manques à gagner. Mais si on revient sur le cœur même de la question, les systèmes industriels, OT, comme tu l'as bien dit, étaient et sont toujours plus ou moins gérés par des corps de métier qui sont très décorrélés de la cybersécurité. Par exemple, des mécaniciens, des électriciens. Donc d'un côté, on va avoir des équipes OT avec des personnes qui ont une connaissance très pointue, très parfaite des entrailles des systèmes qu'ils opèrent. Et de l'autre côté, nous allons avoir les équipes IT qui sont pourvues d'experts en systèmes d'information, incluant notamment le domaine de la cybersécurité. Au croisé de ces champs de compétences qui sont quand même bien distincts, finalement, vous nous y trouvez. En d'autres termes, ce que je souhaitais dire, c'est que nous avons un bagage de connaissances qui va nous permettre de dialoguer à la fois avec les équipes IT, mais aussi avec les équipes OT. La finalité de ce dialogue étant de connecter les systèmes OT à un SI traditionnel sans ajouter de risque cyber finalement. Alors, comment cela est accueilli chez nos clients ? Je vois deux possibilités qui émaneraient un petit peu de la manière dont on pourrait aborder les choses. Donc, la première possibilité serait que les équipes soient très réticentes, réfractaires même parfois au changement. J'ai tendance à dire que si notre accompagnement tend à ce type de résultat, c'est que nous avons mal fait notre travail et je vous rassure, il est quand même très peu fréquent d'être dans ce cas de figure. Le second type de réaction, c'est un type qui est plutôt très positif, dans le sens où les équipes OT vont comprendre les enjeux de cyber qui sont liés à l'interconnexion de leur système au système d'information traditionnel. Et ils vont comprendre d'autant plus qu'en nous prêtant main forte, finalement, ils vont pouvoir même parfois apprécier certains risques cyber. Donc, alors bien sûr, ce type de résultat est un résultat qui est construit sur le long terme avec des relations fortes préétablies et une sensibilisation, voire une formation des équipes en amont. En tant que consultant squad, on est formé à cela. D'accord, ok. Ok Guillaume, donc là, effectivement, c'est comment c'est accueilli. En plus, voilà, vous êtes formé à cela, comme tu le dis. Richard, si on pousse un petit peu un peu plus la chose, donc on comprend justement que la création d'interfaces entre les équipes OT et IT, donc en fait, ça permet de gérer des business models à travers l'exploitation des données. Comment une entreprise comme la tienne, SCACI, vous aidez vos clients justement à atteindre ces objectifs concrètement, voilà, d'un côté un peu plus opérationnel? D'un point de vue plus opérationnel, après, ce qui se passe, c'est que dans l'automobile, on a une perméabilité qui est un peu différente entre l'OT et l'IT. Et l'avantage de SCACI, c'est que c'est un pure player cybersécurité. De fait, on traite autant l'OT de l'automobile qui pourrait être assimilé à tout l'appareil industriel et aussi à toute la sécurisation du monde embarqué de la voiture, mais aussi du monde de l'IT qui est purement l'exploitation des applications, ce genre de choses, enfin de l'IT pur. De fait, SCACI, quand on se positionne, on cherche à désiloter immédiatement et
le business model, il est du fait que nous, on se positionne sur tous les aspects cyber, sur tout le cycle de vie de la voiture. Donc, en fait, c'est un avantage fort. C'est un avantage qui est aussi concurrentiel. Hein. Le fait d'avoir cette expertise qui est à la fois embarquée, mais qui est aussi sur les systèmes critiques qui sont débarqués, ça nous permet d'intervenir sur tous les corps de métier, sur tout le cycle de vie du produit. Bon, après, l'automobile, c'est un peu particulier parce que tout gravite autour de la voiture. Donc, on a l'aspect OT qui gravite autour de la voiture, qui est plutôt le monde de l'embarqué, le monde de la logistique, le monde de l'usine et de la production. Après, le monde opérationnel et maintenance de la voiture. Mais il y a aussi tout l'IT qui est derrière parce que globalement, il faut faire tourner une entreprise aussi avec une IT classique. Donc, les données derrière, elles sont exploitées relativement de la même manière, mais nous, on arrive à positionner nos offres sur tous ces axes, en fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant, en plus, dans l'automobile, parce que comme dans l'outil, on parle beaucoup de SOC, et là, le SOC de la voiture, il est extrêmement connecté au SOC de l'IT d'une entreprise comme tous les grands constructeurs aujourd'hui existent. Et donc voilà, donc on arrive à se positionner à peu près partout. Et notre business model, il est vraiment de s'interfacer et de s'adapter avec toute l'expertise qu'on a au travers de notre entreprise. D'accord, ok. Justement, cette hyper-collectivité, cela entraîne des risques. Sidamed, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le type de risque pour les systèmes d'information industriels et d'ailleurs, sur quels enjeux, vous, Cyberdian, vous pouvez intervenir? Ok. Concernant justement l'hyperconnectivité, tout ça, ça fait bien référence à l'association de technologies innovantes pour répondre à des besoins critiques, comme par exemple l'augmentation des débits avec la 5G, qui pourrait permettre de réduire les temps de latence. Tout ce qui est IoT, donc Internet of Things, mais également tout ce qui est cloud, le big data, l'intelligence artificielle. Je m'égare un peu, mais tout ça, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle l'hyperconnectivité, en tout cas dans les systèmes d'information industriels. Pour les DSI, c'est Guillaume, je crois qu'en parlait tout à l'heure. L'hyperconnectivité, ça signifie mettre en place des technologies complémentaires pour pouvoir traiter des données, plus de données et beaucoup plus vite. Quand on a dit tout ça, le risque, en fait, il n'est pas nouveau de ce qu'on a l'habitude de voir, mis à part peut-être sur l'augmentation de la surface d'attaque. Mais ce qui change vraiment, c'est les mesures compensatoires à mettre en place qui sont beaucoup plus délicats. Par exemple, chez Cyberdian, le premier palier de cybersécurité en OT, il va se situer à 2 niveaux. Le premier, ce serait l'identification et la mitigation des menaces, donc sur les technologies existantes ayant un long cycle de vie. Je prends un exemple, les automates. Un automate qui a 30 ans, qui n'a pas vocation à disparaître, mais on n'intervient pas dessus, comme on intervient sur un système qui a 3 ans, qui a une fin de vie limitée, avec un remplacement en release candidate déjà prête. Surtout si on parle de safety, on en parlera après, toutes les certifications délivrées au système qui peuvent avoir un impact en fait, sur la vie humaine, notamment sur tous les aspects transport. Donc, tout ça pour dire que la gestion de la vulnérabilité, en fait, elle est connue, mais la complexité des mesures reste vraiment sur la variété des composants et leur cycle de vie. Le deuxième niveau, ce serait l'intégration de la cybersécurité dans la conception des nouveaux systèmes. Comme dit précédemment, c'est l'intégration de la sécurité dans les projets. En interne, si ces nouveaux projets sont développés par les clients, par exemple, ou les sous-traitants, on parlera ici d'intégration de la cyber ou de la sécurité informatique dans les contrats, voire dans les projets. Tout ça pour dire que l'approche classique d'analyse de risque légère, on va dire ça comme ça, reste pour identifier rapidement les risques liés aux infrastructures, à l'exposition, aux technologies, aux éditeurs de logiciels, aux sous-traitants, voire à la propriété intellectuelle sur la solution qu'on souhaite déployer. L'ensemble de ces éléments sont à part égale des facteurs de risque positifs et négatifs, si je puis dire, que nous pouvons mesurer pour accompagner nos clients dans justement cette gestion des risques. On s'appuie, donc on accompagne nos clients dans cette dynamique, on s'appuie sur des standards de sécurité, de cybersécurité en tout cas dans le monde de l'outil. Pour ne pas les citer, j'en citerai que 2. Les plus connus, ce serait le National Institute of Standards and Technology, donc le NIST. Il a sa 800-82 qui correspond au guide
des systèmes de contrôle industriel. Donc, j'en parlais tout à l'heure, là, les ICS, Industrial Control Systems. Mais on a également l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui regroupe pas mal de documents sur leur site internet. Donc la cybersécurité des sites industriels. En fait, ils regroupent des bonnes pratiques, des recommandations, des guides concrètement pour sécuriser ces SI industriels. D'accord. Et donc vous, Cyberdian, votre mission justement, est-ce que tu peux nous la rappeler dans les, même si tu l'as rapidement évoqué, mais rentrer un peu plus dans le détail? Ouais. Notre mission, ça dépend. Concrètement, on est là pour répondre aux enjeux, aux objectifs de nos clients. J'en parlerai tout à l'heure, mais on a plusieurs services pour répondre à ces besoins. On intervient principalement, notre cœur d'expertise, en tout cas sur la partie OT, ce sera sur la partie SOC, donc la partie détection, la partie mitigation à la menace, mais également sur la partie protection. J'en parlais pour tous les aspects sur tous les aspects de vulnérabilité. On ne protège pas un système qui a 30 ans et qui est souvent obsolète, comme on protège un système qui a 3 ans. Et notre expertise réside dans cette connaissance des systèmes. Un train, quand on livre un train, déjà ça prend quelques années à livrer un train, mais quand un train est sur le marché, il est là pour une trentaine d'années. Ok. D'ailleurs, on comprend bien que chaque client, c'est un environnement à part entière. Guillaume, justement, quand toi tu interviens chez un client, donc tu me disais que tu vas d'abord comprendre les priorités du comité exécutif. Donc forcément, tu réponds à la demande du client et à ses besoins. Et tu vas, comme l'a très bien dit Sid Ahmed, évaluer aussi le niveau de maturité du client sur ces sujets et surtout son environnement. Alors on parlait aussi des prestataires, des partenaires extérieurs. On reprend cette idée de hyper-connectivité. Pourquoi cette phase d'audit, elle est décisive pour la suite? Ok. Alors, tout d'abord, comprendre les priorités du comité exécutif, qu'est-ce que ça incombe finalement? En premier temps, ça va être écouter les demandes. Dans un deuxième temps, ça va être questionner pour établir les besoins. Et enfin, dans un troisième temps, ce sera travailler de concert pour établir des futures actions à mener et sur lesquelles nous aurons le plus de valeur ajoutée. On peut prendre par exemple l'exemple d'un client qui souhaiterait sécuriser son infrastructure. Bon, très bien, sécuriser son infrastructure. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que ça signifie sécuriser les systèmes qui sont exposés sur Internet? Est-ce que ce sont peut-être des systèmes qui sont exposés uniquement localement à sécuriser? Est-ce que c'est les données qui transitent via ces systèmes qui sont à sécuriser? Et en fait, en posant ces questions, on va obtenir plein d'informations qui vont être cruciales pour la suite. À la fin de cet interrogatoire, le besoin, il pourrait être finalement sécuriser une interface homme-machine d'une application particulière qui commanderait à distance un bras robotisé ou une installation industrielle quelconque finalement. Vous voyez, en fait, qu'entre la demande du client et le besoin réel, il y a quand même un large fossé. Bon. Une fois qu'on a compris les priorités du comité exécutif, pourquoi l'évaluation du niveau de sécurité du système est décisive? Tout simplement, en fait, parce on va avoir besoin d'avoir une visibilité à un instant T, une capture, je dirais, du niveau de sécurité du système en question. On va avoir besoin de connaître ses forces, ses faiblesses, pour pouvoir en définir des scénarios d'attaque qui sont viables et aussi pouvoir proposer notamment des solutions d'atténuation, de remédiation aux principaux risques cyber qui sont identifiés finalement. Sans cette étape d'évaluation, les actions qu'on va pouvoir être amenées à mener seront très désorganisées et dans le pire des cas, je dirais, les correctifs que l'on va pouvoir proposer aux clients ne pourraient ne pas correspondre finalement à ses besoins. Donc, enfin, je voudrais attirer aussi votre attention sur le fait que j'ai parlé d'évaluation et non d'audit. Alors, pourquoi cela? Un audit, ça permet d'établir un niveau de maturité, niveau de maturité en termes de cybersécurité en se conformant à un standard particulier.
Donc, comme le disait Sid Ahmed, vous avez les standards du NIST, vous avez ceux de l'ANSI, et pour complémenter un petit peu, un standard qui est bien connu aussi dans le secteur industriel, qui est le standard IEC 443, qui va permettre d'auditer des installations industrielles. Une évaluation, quant à elle, elle va permettre d'obtenir une capture à un instant T du niveau de sécurité d'un système en question. Cette même capture, elle va nous permettre par la suite de faire des recommandations afin d'améliorer justement la sécurité de ce système. Donc, dans le premier cas, l'audit, on va aller chercher la conformité, alors que dans le second cas, l'évaluation, on va plutôt essayer de découvrir les potentiels risques existants pour pouvoir mettre en face des solutions de remédiation, des contre-mesures finalement, qui englobent des contrôles de sécurité adéquats. Donc voilà, cette nuance entre audit et évaluation, elle est très fine, mais selon moi, elle se devait d'être mise en lumière dans cette table ronde. Tout à fait, Guillaume, et je t'en remercie. Et justement, pour continuer, Richard, quand on parle d'installation industrielle, et notamment des SI, on parle beaucoup de safety. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit? Et pourquoi tu veilles à ce que la safety, elle parle bien avec la cyber? Quels sont les enjeux et les risques? Alors, ton micro, s'il te plaît. Merci, Richard. Ouais, les enjeux et les risques, ils sont pas mal cités dans une nouvelle norme que l'automobile est en train d'appliquer. C'est une norme assez récente car elle a été publiée au mois d'août de l'année dernière. C'est l'ISO 21434. Et elle place le risque à travers toute l'entreprise, que l'on parle d'un équipementier ou d'un constructeur. En fait, la cyber, elle doit être présente d'un point de vue organisationnel, mais aussi au sein des projets, comme ça a pu être évoqué auparavant par Sid Ahmed. Donc, en fait, pour que cela fonctionne, il faut qu'on ait des produits qui soient cyber by design et que comment on appelle ça, la norme, elle propose la prise en compte sur tout le cycle de vie du produit. J'ai déjà évoqué auparavant. Donc, ça part aussi d'une analyse de risque ou une TARA qui est au cœur de la conception. Et cette dernière, pour bien déterminer et évaluer chaque risque, il faut bien sûr travailler main dans la main avec plusieurs entités d'entreprise, notamment les experts safety. Les experts safety qui doivent garantir la sécurité du road user telle qu'elle est déterminée dans la norme, ils mettent en place des barrières de sécurité ou des barrières de safety. De ce fait-là, en sortie de cette analyse de risque, on va déterminer aussi un concept de sécurité, mais qui va être un concept de cybersécurité, avec des mesures qui permettent de garantir que l'architecture du véhicule, elle soit complètement sécurisée. Donc, on permet de sécuriser l'architecture du véhicule, mais on permet aussi, grâce à ces mesures, de sécuriser chacune des fonctions qui a sa place dans l'architecture de la voiture. Donc, l'état de l'art de l'automobile, il n'est pas aussi évolué, aussi loin qu'on peut l'avoir dans le bancaire ou dans le maritime, tel que ça a été évoqué auparavant. Mais quand même, en fait, le véhicule est un objet assez complexe. Et aujourd'hui, on met en place de la défense en profondeur, on met en place des éléments qui sont similaires à ce qu'on peut voir dans un SI, en fait, tout simplement, parce qu'il y a séparation entre un monde qui est très exposé, qui est un monde connecté. Donc, on peut le voir dans l'aviation, tout ce qui est multimédia, infotainment, c'est dans une zone exposée. Et on met en place des gateways qui viennent sécuriser. Donc, ça fait partie des solutions architecturales qui sont appliquées suite à ces analyses de risque. Et en fait, on va isoler toutes les fonctions critiques qui sont pure safety. Donc, les fonctions critiques, ça va être tout ce qui est fonction de détection des crashs, les airbags, des fonctions de démarrage de véhicule, des fonctions d'accès au véhicule. Toutes ces fonctions qui sont déterminées plus critiques, elles sont plus isolées, elles sont plus sécurisées grâce à la mise en place de cette défense en profondeur. Et en fait, c'est comme ça que, main dans la main, grâce à la safety, on a positionné dans des zones cybersécurisées par rapport à des zones qui sont plus axées sur la protection du conducteur et de ses occupants de la voiture. Après, derrière, on va décliner la même chose sur le SI qui est lié à la production de la voiture, à l'industrialisation de la voiture. Mais globalement, on est plus orienté produit avec les interactions qu'on a avec les experts safety dans le monde de l'automobile. Ok, c'est très clair. Et d'ailleurs, Richard, tu me permets de faire une petite transition où justement, on a parlé énormément de théorie,
Là, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans votre domaine d'expertise à chacun, en commençant par Sid Ahmed. Justement, alors on l'a dit tout à l'heure que Cyberdian, vous êtes notamment, alors je dis bien notamment parce que on comprend bien que chacune des entreprises est spécialisée sur divers secteurs. Mais là, l'idée, c'est qu'il y ait des regards croisés entre vous trois. Quelles sont les menaces spécifiques Sid Ahmed dans les secteurs justement ferroviaires et des concessions d'autoroutes? Et à quel niveau, justement, tu peux aider ces acteurs qui peuvent être concernés justement par ces risques? Super, merci. Alors pour compléter ce que disait Richard juste avant sur la partie safety, il faut bien comprendre que le safety, c'est vraiment le composant cybersécurité qui peut mettre la vie de l'utilisateur en danger. Si on parle d'une voiture, ça peut être le conducteur, voire les passagers et ainsi de suite, enfin les personnes dans l'habitacle à l'intérieur. Si on parle de voitures autonomes, etc., c'est ces fonctions en fait qu'on va protéger. Et à chaque fois qu'on modifiera en fait ce code qui est soumis justement à cette certification de safety, il y a plusieurs années, voire enfin ça prend du temps en fait pour modifier du code, repasser une certification, etc. Pour répondre à ta question, pour le coup, je vais rentrer plus en profondeur, mais je voulais dire également qu'avec Guillaume et Richard, je partage pour le coup la même analyse, c'est que d'un point de vue cybersécurité, notre première approche est de faire une analyse de risque, une procédure, on utilise la méthode qu'on souhaite, mais néanmoins, on va partir de la donnée, du process pas vital, mais oui, le process vital pour l'entreprise. En tout cas, la donnée à sécuriser, le process, en fait, en anglais, c'est plutôt l'asset. En français, ce serait plutôt le bien, donc soit une personne, soit une donnée, soit un process. Et on mènera l'analyse de risque sur cette base. Pour répondre à ta question sur les menaces spécifiques, en tout cas au secteur d'activité sur lequel Cyberdian intervient, au niveau des menaces, la déstabilisation, l'espionnage, le sabotage, et dans certaines conditions, la cybercriminalité constitue les menaces principales que l'on traite aujourd'hui chez Cyberdian, notamment avec l'actualité, pour pas citer. Sinon, rien de nouveau, les techniques d'évasion, d'exécution restent dans le top 3 en fait, des techniques à surveiller. Malheureusement, les techniques se limitent rarement à une seule technique. Donc, tout ce qui est ransomware, l'hameçonnage, les attaques sur les chaînes d'approvisionnement, tout ce qui est supply chain, tout ça, ça reste d'actualité et ça reste les attaques privilégiées des cyberattaquants. Donc, Cyberdian, nous, on accompagne nos clients à un niveau tactique, donc aussi bien sur l'organisation que le volet gouvernance, risque et conformité. On parle toujours de conformité, de toute façon, dans des environnements tels qu'on peut les traiter, mais également sur le niveau technique, donc sur les 4-5 piliers du NIST, tout ce qui est protection, enfin protect, detect, response et recover. En termes de services, donc Cyberdian propose à travers de détachement de personnel des ressources qualifiées formées sur ces usages. On va trouver aussi bien des chefs de projet pour l'animation et la réussite des projets, tant qu'à faire, des consultants techniques et gouvernance pour les volets d'identification, de protection et de conformité, et des analystes pour le volet de détection et la réponse à la menace, à la cybermenace. Il est indéniable que le développement de capacités de détection et de réaction est une nécessité dans le monde de l'IT, mais aussi dans le monde de l'OT. Pour cela, donc, les équipes de cybersécurité, on peut les appeler l'équipe SOC, en un mot, ils devront se reposer sur des principes simples, en tout cas dans le secteur industriel, dans le monde et plus largement dans le monde dans le secteur de l'outil et plus largement dans le secteur industriel. L'atteinte d'un bon niveau de protection prendra du temps. Concrètement, c'est de l'ordre de quelques années. On ne rencontre pas cette temporalité dans l'environnement bancaire ou dans d'autres secteurs. Les délais entre deux fenêtres de maintenance, voire de certification pour un changement, parlons du durcissement ou du patching, etc., ça peut être long, voire très, 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 très long. On le soulignait tout à l'heure avec Richard, mais toute la partie safety, on est parti sur plusieurs années à chaque fois. Donc si on oublie un bout de code, on est reparti pour 3 voire 5 ans.
Et le dernier point que j'aimerais souligner, c'est qu'il y aura toujours des sous-systèmes qui ne pourront pas être protégés malheureusement. Des systèmes propriétaires ou des systèmes obsolètes. Il faudra trouver d'autres mesures de protection indirecte, comme par exemple tout ce qui est isolement dans une DMZ ou une zone hyper sécurisée. D'accord. Tu peux un peu développer sur ce dernier point, parce que tu dis que pour l'instant, il n'y a pas de solution, en fait. Oui, concrètement, je reprends mon exemple de tout à l'heure que j'ai cité en premier, un automate qui est vital pour l'entreprise. Sans trahir de secret, dans toutes les entreprises, il y a un système qui tourne sur une workstation, il ramène de l'argent à la société, personne ne le touche parce que personne ne connaît concrètement ce que le logiciel fait en question, mais on sait que ça ramène de l'argent et on sait que c'est vital pour l'entreprise, donc on va le mettre dans une zone musée, une zone un petit peu ultra sécurisée, ou en tout cas où personne ne risque de toucher ce composant. Donc pour le business, pour les décideurs, les comités exécutifs, on sait que ce composant doit tourner, que le logiciel soit obsolète, qu'au final l'éditeur ait disparu de la place de marché. Il faut continuer à maintenir ce logiciel, ou ce logiciel up and running. Et pour cela, les exploitants, c'est Guillaume, je crois, qu'en parlait tout à l'heure, tout ce qui est technicien, les mainteneurs, etc., les mécaniciens, ils savent, ils connaissent leur métier, ils savent maintenir ces systèmes viables, up and running. Par contre, de l'autre côté, nous, côté cyber, on doit mener donc avec la même démarche primaire qui est de réaliser une analyse de risque, comprendre les composants qui sont installés qui font le logiciel, mais également le socle. Le socle pourra correspondre à un système d'exploitation. Est-ce que le software tourne sur du Windows XP, sur du Windows Server 2012 ? Il y a plein de composants à prendre en compte, de composants technologiques à prendre en compte dans cette analyse de risque, pour pouvoir apporter justement les mesures idéales. Et la bonne réponse ne peut pas être il suffit de prendre le logiciel et de le mettre dans une version d'OS qui est supportée par Microsoft, supportée par une communauté Linux ou un autre. Des fois, concrètement, ça ne marche pas. Parce que le logiciel en question tourne dans cette version de système d'exploitation et concrètement, on ne peut rien faire. Et donc là, l'une de nos forces, en tout cas, c'est être imaginatif sur des mesures de compensation, des mesures compensatoires, pour augmenter le niveau de sécurité. J'en ai cité une tout à l'heure, ça peut être l'isolement, le fait de déplacer le composant dans une DMZ. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail sur la partie technologique, mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de micro-segmentation. Le fait de déployer un agent sur une machine et de l'isoler de la totalité du réseau, ça peut être une autre solution. Bref, la solution la plus évidente, notamment sur le monde de la vulnérabilité, n'est pas forcément le patching, parce que dans le monde de l'IT, ça s'y prête plutôt bien. Les gens sont suffisamment responsabilisés, les logiciels évoluent, ils sont maintenus. Ils sont maintenus. Dans le monde de l'OT, on est assez jeune au final, et les personnes qui font l'exploitation n'ont pas l'habitude de travailler avec des outils IT. D'accord. C'est extrêmement intéressant ce que tu nous dis là. On va pas dire inquiétant, parce qu'on n'est pas là pour inquiéter les gens. Mais justement, Guillaume, quand on a préparé cette table ronde, donc on rappelle un squad, vous êtes notamment, pas que, mais notamment spécialisé dans le domaine maritime. Et donc, c'est en lien avec les systèmes et données des entreprises et des navires. Donc, je remets un peu dans le contexte. Depuis le 1er janvier 2021, tu m'arrêtes si je me trompe, il y a l'OMI qui a fourni des recommandations imposant des obligations de cyber-résilience. Et ce qui est le plus fou, c'est que c'est valable également, après je te laisserai bien sûr nous présenter tout ça, c'est valable également pour les navires qui naviguent toujours. C'est-à-dire que toute la flotte en fait, qui navigue aujourd'hui, même celle qui est, pour reprendre le terme, on va pas dire obsolète, mais qui a des outils un peu obsolètes, ils sont aussi soumis à cette réglementation.
Donc ça a des impacts énormes. Cette réglementation a des impacts énormes sur l'écosystème. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment, notamment, Squad, vous intervenez chez les clients, mais voilà, nous remettre un petit peu, et c'est là tout l'intérêt justement d'avoir des regards croisés entre différents secteurs, c'est que là, on voit voilà, le secteur maritime, la réglementation, elle est extrêmement particulière. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, Richie. Donc déjà, en premier lieu, je voudrais juste encore une fois marteler le fait que Squad est un cabinet de conseil qui est vraiment spécialisé sur un large éventail de secteurs d'activité. Donc, il y a l'énergie, le ferroviaire, l'aéronautique, le spatial et notamment la logistique et transport maritime. Donc, s'il vous plaît, ne nous assimilez pas à un simple cabinet de conseil qui serait expert sur la cybersécurité maritime. C'est un de nos secteurs d'activité, mais pas le seul et unique finalement. Au contraire, je dirais même d'ailleurs que le développement constant de la société va permettre de proposer une gamme d'expertise qui va être très diverse et variée en fonction des types de clients que l'on va pouvoir adresser. Donc maintenant, si on revient à la question un petit peu plus côté maritime, donc l'OMI pour Organisation Maritime Internationale, qu'est-ce que c'est ? C'est une institution qui est spécialisée de l'ONU sur les questions maritimes qui sont relatives à la navigation. Le 1er janvier 2021, comme tu l'as très bien dit, Richie, cette organisation a fait entrer en vigueur une régulation qui est la résolution MSC 428-98 qui exige de se conformer aux risques cyber pour les armateurs. Donc, cette même conformité, en fait, elle va passer par l'intégration de la cybersécurité dans les systèmes de gestion de la sécurité à bord ou Safety Management System en anglais. Au niveau des impacts pour les risques, des impacts que les risques cyber pourraient avoir pour les armateurs, alors on va pouvoir aller des défauts opérationnels jusqu'à la mise en danger de la vie en mer, en passant par notamment des potentielles augmentations, par exemple, de primes d'assurance. Donc voilà, le spectre est très large, les impacts sont multiples et c'est justement pour ça que l'OMI a décidé d'instaurer cette nouvelle régulation. Dans le cadre de cette régulation, le défaut de démontrer que les risques de cybersécurité ont été correctement appréhendés et traités peut entraîner le refus d'une délivrance d'un document de conformité. Potentiellement, sans ce document de conformité, vous ne pouvez pas opérer un navire commercialement. Donc voilà, chez Squad, nous essayons pas à fournir les services nécessaires aux clients afin de s'assurer que tout ce que je viens de mentionner avant ne se produise jamais finalement. Et comment on s'y prend ? Donc, on s'y prend souvent selon 3 phases. Donc, la première phase, c'est un accompagnement du client sur la définition de sa structure de haut niveau, de ses politiques de cybersécurité. Alors, inévitablement, ça passe par un inventaire de ces systèmes à risque. Donc, typiquement, tous les systèmes qui sont connectés au réseau sont passés en revue, incluant notamment les systèmes OT. Cette activité, elle est très bien et elle va permettre notamment aux armateurs d'avoir une compréhension globale des écosystèmes qu'ils opèrent avec notamment les différents systèmes critiques et les risques qui peuvent y être associés. Dans une deuxième phase, les navires doivent subir une analyse de risque cyber. Et cette analyse de risque cyber va évaluer à la fois les menaces, les vulnérabilités, mais aussi l'impact de l'exploitation de ces vulnérabilités sur les systèmes du navire finalement. Donc ça se passe sous forme d'ateliers. Et je dirais que quelques ateliers plus tard, on va pouvoir alors déterminer les risques pertinents. On va pouvoir évaluer la surface d'attaque et d'un autre côté, on va pouvoir mettre en face des mesures d'atténuation qui sont adéquates. Une fois que cette deuxième étape est révolue, on passe dans une troisième phase et la troisième phase est un réel accompagnement du client à définir ses politiques et procédures de gestion des risques cyber. Donc, ces politiques et gestion des risques, elles vont être adaptées à leur navire et forcément aux équipements associés parce qu'on n'adressera pas un porte-container et un yacht, disons, de la même manière. Mais voilà. En somme, ce qu'il faut savoir, c'est que ces politiques et ces procédures doivent détailler plusieurs grands axes. Le premier étant notamment les règles de gestion de la cybersécurité à bord.
Le deuxième, la définition des responsabilités et rôles du personnel, une définition plutôt claire et précise pour être sûr de qui fait quoi et qui est responsable si jamais une crise cyber arrive finalement. On va devoir aussi inclure des activités de formation, de sensibilisation des équipages. Et enfin, on va devoir aussi fournir des stratégies de gestion de crise finalement. Comment est-ce que l'on va faire lorsqu'on est sous une attaque cyber? Comment est-ce qu'on y répond finalement? D'accord. Alors, mais Guillaume, si on se remet quand même un peu dans le contexte, ceux qui ne connaissent pas très bien le secteur maritime, on a tout type de flotte avec tout type d'équipement, plus ou moins connecté. Tu peux arriver sur un navire qui a quasiment aucun équipement IT. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que cette réglementation, elle concerne vraiment tous les navires? La réglementation, celle-là, nous avons vu son application uniquement pour les porte-containers et j'imagine que c'est peut-être ceux qui sont le plus enclins à être attaqués ou du moins ce sont des cibles qui sont bien plus vénérées, disons, par les attaquants parce que on va avoir du business qui est derrière, on va avoir peut-être des impacts financiers, on va peut-être avoir des impacts sur la réputation, l'image de la société, typiquement. Tout le monde se rappelle de l'Evergreen qui s'est coincé dans le canal de Suez. Enfin, je veux dire, l'impact va être beaucoup plus fort pour un attaquant de se concentrer sur des bateaux de type porte-container plutôt que des bateaux de plaisance, je dirais. Voilà. D'accord. Et pour terminer, tu parles de bateaux de plaisance. Eux, ils ne sont pas concernés par cette réglementation, si je comprends bien. C'est seulement les porte-containers aujourd'hui? Je sais que cette résolution s'applique sur les porte-containers. Je vous avoue que c'est une autre branche, les bateaux de plaisance, et ce serait quelque chose qu'il faudrait que je vérifie parce que je n'ai pas de réponse concrète aujourd'hui à apporter à ça. D'accord. En tout cas, ça met en exergue les risques qui sont peut-être encore sous-estimés, liés à la flotte des porte-containers. En fait, effectivement, en fait, il y a des enjeux. Je pense que tu pourrais nous en dire encore davantage, mais pour le moment, on va s'arrêter là. Mais effectivement, là, comme ça, tu nous présentes des choses un petit peu dans les grandes lignes. Effectivement, je ne pense pas que la majorité des personnes qui écoutent cette table ronde, on se rend compte des enjeux qu'il y a derrière. Enfin, tu nous as donné un excellent exemple dans le canal de Suez. Déjà, on a eu un petit aperçu des conséquences qu'il peut avoir. Et justement, ça me permet de faire la transition avec Richard sur le fait que toi, tu es davantage spécialisé sur le secteur automobile. Et donc là, effectivement, donc on se dit, ouais, c'est la petite voiture, bon, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, j'imagine que toi, tu interviens sur le SI de la voiture en elle-même, mais aussi au niveau du constructeur, et surtout au niveau du constructeur, au niveau d'une usine. D'ailleurs, tu me disais que la voiture elle devient aussi connectée qu'un smartphone, donc on imagine assez simplement les risques. On parle beaucoup aussi de voitures connectées, la voiture autonome même, etc. Il y a une phase de réglementation là qui est arrivée, qui va continuer à arriver. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment toi tu accompagnes les constructeurs et les enjeux tout simplement, mais vraiment propres à ce secteur et pourquoi pas même l'illustrer? En fait, c'est assez complexe parce qu'il y a deux normes qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Il y a une norme des Nations Unies qui s'appelle l'UNR 155, un peu comme pour ce que disait Guillaume pour les bateaux. En fait, l'UNR 155, elle permet, elle, de certifier les constructeurs pour qu'ils puissent avoir l'autorisation d'homologuer leur voiture. Et en fait, tout l'enjeu, il va vers l'homologation de cette voiture. Et pour homologuer une voiture d'un point de vue cyber, on appelle ça le partial cybersécurité, il y a plusieurs moyens. Et le comment, c'est l'ISO 21434 qui va l'apporter. Il va l'apporter à la fois pour les constructeurs et aussi pour les équipementiers. Nous, derrière, comment est-ce qu'on fait pour intervenir par rapport à cette homologation des voitures? Donc, bon, après, pour faire un parallèle avec ce que disait Guillaume, nous, dans l'automobile, on ne va pas homologuer les voitures qui sont déjà sur le parc. On va déjà se focaliser sur les nouvelles voitures à produire. Et jusqu'à 2024, la réglementation, elle va demander à ce que les partiels cybersécurité ils soient imposés sur les nouvelles plateformes. Donc, c'est une nouvelle dimension de châssis, on parle de nouvelles dimensions de voitures. Et après 2024, c'est tous les véhicules produits qui vont devoir satisfaire cette réglementation. Donc,
Il y a deux volets. Il y a le volet certification des constructeurs et de leur CSMS, Cyber Security Management System, qui, eux, vont devoir suivre l'UNRC 55. Et après, il y a l'ISO 21434 qui va être suivi par les constructeurs. Il n'y a pas de certification, mais les constructeurs, ils vont demander aux équipementiers de satisfaire aussi un Cyber Security Management System qui soit conforme à l'ISO 21434. Donc, nous, au travers de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on a une première mission parce qu'on a un pôle gouvernance, tout comme le disait Sid Ahmed, avec des gens qui travaillent dans d'autres secteurs, qui soient le bancaire, la défense, le spatial, l'aéronautique. Donc, il y a des systèmes critiques qui nécessitent une forte gouvernance, où nous, on va accompagner les équipementiers et les constructeurs pour la mise en place de leur CSMS. Donc, ça passe de règles classiques. Sid Ahmed a évoqué la cyber-awareness, mais il y a aussi des fondements purs organisationnels qu'il va falloir respecter. Comment on met en place la cyber et en fait sa légitimité et sa gouvernance au sein de toutes les strates de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va la mettre en place au sein des projets? Et enfin, comment est-ce qu'on va faire pour que les process et les procédures soient bien mises en place pour développer un produit qui soit cybersécurisé. Donc ça, c'est un aspect gouvernance qui doit faire respecter une norme, tout simplement. Ensuite, on a un pôle qui est plus orienté architecture. Et donc là, on va travailler sur, bien sûr, l'architecture de l'embarqué. Comment est-ce qu'on met en place une architecture sécurisée? Comment est-ce qu'on met en place par rapport à l'analyse de risque qui est au centre de ce sujet, toutes les mesures qui vont être tractées, parce qu'on va prendre en compte tous les risques de l'automobile. Une voiture, en fait, aujourd'hui, elle a une architecture très complexe. Pas aussi complexe que d'autres objets, mais relativement complexe, avec des zones qui sont exposées, des zones qui sont plus ou moins protégées. Mais bien sûr, il y a des risques avec des adversary models, comme on le dit dans la norme, qui vont exposer une voiture. Donc ça va être soit des officines spécialisées, comme on peut l'avoir dans des SI, soit des organisations purement gouvernementales, ou la concurrence, ou le gars dans son garage qui va tenter d'ouvrir la voiture et peut-être de pouvoir la pirater pour y insérer, pour pouvoir en prendre le contrôle. Mais toujours est-il que l'enjeu, il va être davantage sur les attaques en masse sur la voiture. Ça peut être dramatique pour l'image d'un constructeur, par exemple, qu'on puisse ouvrir d'un seul coup toutes les véhicules d'une flotte. C'est encore plus dramatique si on prend le contrôle d'une voiture qui a des fonctions autonomes pour l'envoyer dans le décor. Donc tout ça, on va le traiter d'abord d'un point de vue organisationnel. On va le traiter ensuite d'un point de vue architecture avec notre pôle architecture. Pôle architecture qui va avoir des spécialistes dans le domaine de l'embarqué, qui va avoir des spécialistes dans le domaine dans le cloud. Une voiture aujourd'hui, son écosystème qu'on appelle dans le standard le véhicule étendu. Donc il y a une partie cloud qui vient se connecter à la voiture et faire fonctionner tous les services connectés. Services connectés qui font appel à des zones extrêmement exposées aujourd'hui à travers un modem, à travers tout ce qui est fonction RF pour pouvoir accéder à la voiture, la démarrer. Mais aussi une application smartphone qui vient être connectée à la voiture. Donc, en fait, cette application smartphone, c'est une surface d'attaque. Il y a le cloud qui est connecté à l'application smartphone aussi. Donc, nos experts, ils vont sécuriser l'architecture, ils vont sécuriser les liens qu'il y a entre le smartphone, le cloud, la voiture, le modem à l'intérieur de la voiture. Et enfin, par rapport à tout ça, il faut apporter une documentation. Donc, cette documentation, elle est cadrée au sein des procédures qui sont générées, par avec l'aide de notre pôle gouvernance. Mais cette documentation, derrière, une fois qu'on a fait le concept, on a tout écrit, on l'implémente, on le conçoit, et enfin, il faut, à la remontée du cycle en V, même s'il y a plus en plus de logique agile dans le monde de l'automobile, il y a néanmoins une phase de vérification, fonctionnelle, une phase de vérification de robustesse. On a la capacité, nous, avec notre labo, de mettre en place des pentests. Donc, c'est des pentests sur le SI qui sont plus classiques, des pentests aussi sur l'embarqué, où en fait, on va prendre un calculateur et puis on va le torturer pour pouvoir vérifier déjà que les mesures qui sont mises en place sont suffisamment robustes, mais aussi découvrir les vulnérabilités qui peuvent suite à notre étude, ressortir. Donc, c'est de l'étude de code, c'est de l'étude de communication intercalculateur entre les micros qui sont positionnés. Et donc, de ce fait-là, toute la chaîne, on va pouvoir la traiter dans le cadre du centre d'expertise automobile de SCACI, mais avec l'aide de tous les autres domaines qu'on a en place. Bien sûr, il y a des similitudes entre une gateway d'un véhicule et une gateway d'un avion, mais ce n'est pas tout à fait pareil, mais on va faire le pont entre tous nos domaines d'application pour pouvoir justement utiliser les meilleures ressources
pour pouvoir les appliquer aux missions et en fait derrière pouvoir dynamiser. Donc c'est ça qui est bien en fait dans le cadre de nos interventions, c'est que nos ingénieurs, ils ont cette capacité aussi de pouvoir passer d'un domaine à un autre, de pouvoir se spécialiser et puis derrière de jamais s'ennuyer en fait, parce que c'est ça aussi l'objectif. La cybersécurité, c'est quelque chose qui est passionnant. Le monde automobile est passionnant, mais ça peut être tout aussi intéressant de pouvoir s'intéresser à d'autres domaines. Dans le domaine de la défense, par exemple, il y a aussi des véhicules, donc on peut faire le pont facilement. Dans mon centre d'expertise, j'ai aussi les ferroviaires, donc on peut aussi faire le pont entre le monde de l'automobile et le monde de ferroviaire. Il y a des mesures qui sont similaires. Après, bon, dans le ferroviaire, on va davantage regarder le débarqué, la signalétique et ce genre de choses que les éléments qui sont mouvants. Mais tous les ponts se font et l'avantage, c'est de jamais pouvoir s'ennuyer. Et c'est ça aussi que je trouve ça très bien dans ce cas-ci, c'est qu'on ne s'ennuie pas en fait. On arrive à passer d'un domaine à un autre, toujours dans la bonne humeur et puis avec passion. Voilà. Et Richard, tu me fais penser à un petit point que Guillaume nous avait dit pendant la préparation de la table ronde. Dans le secteur maritime, on sensibilise énormément les équipages, hein, tu confirmes Guillaume, sur justement ne pas par exemple venir avec sa clé USB et la connecter comme ça, ou la clé Wi-Fi, etc. Ça on comprend parce que voilà, on va sensibiliser les équipages. D'ailleurs, c'est un travail qui est déjà fait, Guillaume nous l'expliquait. Mais toi, par contre, Richard, avec les voitures, c'est avec les particuliers. Donc, tu peux protéger un maximum. Mais la clé USB, aujourd'hui, on a de plus en plus de voitures connectées. Et pourtant, il n'y a pas forcément ce travail de sensibilisation qui sont faits auprès des particuliers. Et on imagine bien que c'est beaucoup plus compliqué. En fait, globalement, aujourd'hui, tu ne peux pas sensibiliser un conducteur, sa clé USB, il va prendre n'importe quelle USB, il va mettre son matériel multimédia dedans. On est obligé de sécuriser en fait un maximum. En plus, la voiture aujourd'hui, bon, elle est hyper connectée, elle se met à jour over the air, comme on le dit, mais elle peut aussi se mettre à jour via la clé USB ou via l'outil diagnostic en fait. Donc, globalement, les mesures qui sont mises en place dans une voiture, il n'y a pas la sensibilisation du conducteur. Certes, le conducteur, il est sensibilisé à travers une cyber-awareness générale, en fait, les campagnes de phishing de la banque ou de toutes les interactions des services connectés que les utilisateurs ont. Mais dans la voiture, on va pas empêcher le conducteur d'utiliser sa clé USB qu'il utilise pour faire n'importe quoi et la brancher dans sa voiture et puis venir perturber la voiture. Donc là, on est obligé de mettre en place des mesures hyper robustes pour dans la voiture, empêcher qu'une clé USB, par exemple, vienne compromettre le fonctionnement général de la voiture. C'est pour ça que, notamment, j'évoquais cette gateway qui fait que le modem et tout l'infotainment est d'un côté de la voiture et toute la safety, avec une défense en profondeur particulière, elle est de l'autre côté, en fait. D'accord, ok. C'est très clair. On arrive à la fin de cette table ronde qui est passionnante. Et alors, je sais qu'on aurait pu passer beaucoup plus de temps sur chaque question, sur chaque sujet. Je vous remercie vraiment les trois, Sidamed, Guillaume, Richard, pour votre temps. Et aussi, l'occasion aussi de remercier vos trois entreprises d'avoir pris le temps justement pour expliquer au plus grand nombre les enjeux cyber dans le secteur industriel. Je rappelle qu'on peut retrouver Cyberdian, Squad et SCACI sur Cyberjobs. Et également, si vous souhaitez continuer, si vous avez des questions, alors malheureusement, on n'a pas eu le temps d'avoir une phase de questions, mais si vous souhaitez continuer ces échanges avec soit les intervenants ou soit les recruteurs, si vous souhaitez en savoir plus, parce que Richard, effectivement, a pris les devants pour présenter un petit peu ce qu'il aime chez SCACI, mais je suis certain que Guillaume et Sidamed pourront vous le faire aussi via la messagerie de Cyberjobs. Vous pouvez également, pour terminer, réserver des entretiens directement sur les pages des entreprises, là, en fin de journée, si ce n'est pas encore déjà fait, pour continuer ces échanges et en savoir plus. Sidamed, Guillaume, Richard, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Richie. Merci Richie. Merci Guillaume et Sidamed aussi. Merci Richard. Merci Richard. Merci Sidamed. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.